Sans le rappeler à l'instant, il y a plusieurs manières d'aborder la question de l'innovation. De toute façon, vous le savez bien, il suffit de demander à des architectes de réfléchir sur un sujet et vous aurez autant de réponses différentes. Donc, l'approche que je vous propose, ce sera aujourd'hui peut-être de manière plus risquée et plus innovante, de ne commenter aucun des projets qui vont défiler derrière moi et de me concentrer sur l'explication de notre approche, notre philosophie, et peut-être, puisque je suis le dernier intervenant, d'introduire à notre débat. Voilà, donc Architecture Studio, c'est une agence qui a été créée en 1973, il y a donc plus de 40 ans, et qui a la particularité de réaliser une pratique collective de l'architecture. Nous sommes aujourd'hui 12 associés de 3 générations et de 5 nationalités différentes. C'est une photo qui a été prise dans notre agence parisienne. Cela signifie qu'on conçoit l'ensemble des projets ensemble et que la propriété intellectuelle revient à la société et non personne qui la constitue. C'est d'ailleurs un des fondamentaux dès l'origine que de penser une structure d'architecture qui puisse aller au-delà des gens qui la constituent à un moment donné. Notre ambition est donc de pouvoir aborder l'architecture d'une manière ouverte, aussi bien dans la structure que nous avons choisie que dans l'approche cosmopolite et résolument internationale dès l'origine de la fondation de notre groupe. C'est ce qui explique pourquoi d'ailleurs Architecture Studio a été parmi les premières agences françaises dans les années 90 à tenter l'aventure internationale. Nous sommes aujourd'hui présents dans une vingtaine de pays avec des agences à Shanghai et Pékin. Nous avions une société à Saint-Pétersbourg, AS Russie, que nous avons fermée récemment, après que notre principal client, SPB Rénovation, a totalement changé à la fois sa direction opérationnelle et en même temps son approche du grand projet de rénovation urbaine auquel nous participions avec d'autres architectes étrangers. Nous avons toujours à Moscou où nous souhaitons pouvoir construire prochainement un partenariat avec une jeune agence d'architectes qui s'appelle TET, que vous devez connaître, et je salue au passage mon ami Sergueï Trouanov, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui car il est en déplacement. Pour en venir à la philosophie d'Architecture Studio, je dirais que nous pensons que l'architecture trouve sa spécificité non dans une manipulation artistique des formes, mais dans une mise en situation des enjeux sociaux et du contexte qui produit chaque commande. Donc, dans une signification culturelle et sociale de l'acte de construire. Nous pensons qu'au-delà de la dimension esthétique, l'architecture a son fondement dans la dimension sociale et culturelle de l'architecture. Nous croyons également à une transcription de valeurs au travers des disciplines culturelles et artistiques actuelles. Nous croyons aux correspondances interculturelles et nous croyons finalement à la poésie d'une architecture de situation. Pour résumer cette philosophie, je citerai une maxime de Søren Kierkegaard, dont nous avons fait notre devise, et qui dit qu'il faut laisser ouvertes les blessures des possibilités. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela caractérise avant tout une approche des projets sans attitude préconçue. Nous avons une méthode conceptuelle, une approche contextuelle au sens large, qui veut que chaque projet soit unique, singulier et bien sûr original. De ce point de vue, travailler dans des cultures différentes, dans des pays différents, est extrêmement enrichissant. Nous n'apportons pas de solutions toutes faites, nous ne répétons pas des écritures architecturales déjà établies.
nous inventons pour chaque projet un bâtiment, un quartier de ville, qui n'a de sens que dans une géographie, une culture, un climat, des normes techniques et administratives données, pour un programme et pour un client spécifique. Les images qui défilent derrière moi vous montrent pour le moment des projets en France et à la suite en Amérique du Sud, en Russie, en Afrique, en Chine, au Moyen-Orient. Elles témoignent, je crois, de cette diversité des contextes de nos interventions et des réponses que nous y avons apportées. Le point commun de tous ces projets, c'est que chacun d'eux donne du sens au lieu qu'il investit et des espaces à vivre adaptés à leur environnement. Puisque le sujet de cette journée, c'est l'innovation, pour nous, ouvrir le champ des possibles, c'est aussi faire de la recherche et du développement. Architecture Studio a créé récemment un groupement d'intérêt économique qui s'appelle Intensity. Notre constat est que l'innovation en architecture est souvent déterminée par des acteurs extérieurs, notamment industriels, et l'originalité de ce GIE, finalement, c'est de mettre autour de la même table des startups, des petites et moyennes entreprises qui sont engagées dans une réflexion prospective, mais qui habituellement ne se rencontrent pas dans les temporalités de l'économie réelle. Pour le dire autrement, l'idée est de créer des raccourcis dans la chaîne de valeur. Intensity détient une centaine de brevets avec des technologies de rupture dans le domaine de l'environnement, plus particulièrement dans le domaine du photovoltaïque, des LED et des OLED, du numérique, des batteries lithium, de la qualité de l'air avec même des nanotechnologies. Sun Partner, par exemple, un des membres du GIE, développe des vitrages photovoltaïques totalement transparents, enfin on va dire transparents à 90% aujourd'hui. Au-delà d'applications évidentes dans le domaine des sites historiques classés, il est assez fascinant de penser que cet effacement visuel de la technologie permet une architecture environnementale qui n'emporte pas directement la marque et qui par conséquent peut exprimer d'autres valeurs intrinsèques. Ce travail collaboratif au sein du GIE nous permet de faire des projets expérimentaux et innovants, mais aussi d'apporter une valeur ajoutée à nos clients pour leurs projets architecturaux et urbains, comme cette nouvelle chaîne d'hôtels que nous allons réaliser en Afrique, qui va être construite en terre et avec une totale autonomie énergétique. À l'échelle urbaine, nous sommes actuellement des acteurs du Grand Paris, avec Jean-Michel Villemotte d'ailleurs sur la ligne 15, qu'il évoquait tout à l'heure. Nous allons réaliser 3 gares, dont la gare emblématique de La Folie, à La Défense, et plusieurs opérations connexes, dont celle d'Issy-les-Moulineaux. Nous travaillons également sur 25 sites avec les maires des communes concernées pour proposer des évolutions morphologiques au tissu urbain impactés par ces nouvelles infrastructures. Et nous sommes aussi les architectes de l'équipe française du simulateur de la ville durable à Santiago du Chili, une équipe conduite par Veolia et Artelia. Vous avez vu à l'instant quelques images. Nous sommes sollicités actuellement en Amérique du Sud pour d'autres projets urbains sous cette même forme, c'est-à-dire des projets pour lesquels, à partir d'un scan de l'ensemble d'un quartier ou d'un territoire d'études réalisé par satellite, on peut simuler les impacts des différents scénarios urbains, que ce soit en termes de mobilité, de trafic routier, de pollution, d'accessibilité aux équipements publics, aux services, d'habitat, de développement économique, etc. C'est donc avant tout un outil d'évaluation et d'aide à la décision pour les politiques. Et on peut aussi, avec ce type de technologie, les images qui en sont extraites, communiquer facilement avec la population locale et gérer ainsi des démarches de concertation assez poussées. Cela montre que la Smart City de demain, avec ses technologies
Et ces bases de données est en train de se mettre en place aujourd'hui. Cet après-midi, nous parlerons du BIM, que j'aime à traduire par modélisation numérique du bâtir. Et sans déflorer le sujet dont nous débattrons tout à l'heure, j'aimerais en dire deux mots du point de vue de l'architecture. Car au fond, la question qui est posée par le BIM est celle de la mise en situation de l'architecture au sein d'une évolution qu'annonce donc ces Smart Cities, ces Data Police, le Smart Environnement, soit une modélisation numérique de l'habitat, habitat en tant que mode d'occupation d'un territoire, où se conjuguent l'urbanisation mondiale, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et l'économie durable. C'est la troisième révolution industrielle dont parle Jérémy Rifkin. Il faut être conscient, en effet, que c'est désormais à l'échelle du territoire que sont posés les véritables enjeux environnementaux et que cette transition numérique que nous sommes en train de vivre va apporter de profonds bouleversements dans notre manière de concevoir, dans la division technique du travail, et certainement aussi introduire des conflits d'intérêts, car comme toute technologie, le BIM est explicitement ou implicitement porteur d'un nouveau contrat social. Les dernières publications sur le sujet montrent que le BIM est encore en cours d'élaboration, sans unification réelle à l'échelle nationale ou européenne, et comme toute technologie, il est appelé à évoluer sans cesse au gré d'innovations qui sont encore aujourd'hui imprévisibles. Donc, intéressant de faire ce constat qu'aujourd'hui, cette technologie, du fait de la puissance des logiciels et des capacités de calcul, précède les usages qu'on peut lui assigner et les protocoles collaboratifs qui sont associés. Comme toute technologie, le BIM sera normatif. Différents organismes travaillent à une harmonisation européenne. On doit aussi s'interroger sur le rapport entre innovation et réglementation. En France, par exemple, le logement est devenu un produit totalement verrouillé dans ses typologies et par la réglementation et le marché. On aurait besoin, dans ce cas, moins d'innovation technologique comme le BIM, que d'expérimentation sociale et de nouvelles typologies architecturales pour des usages mieux en rapport avec les modes de vie actuels. Ce sur quoi j'aimerais donc insister, c'est qu'il ne faudrait pas oublier que la technologie BIM orientée bâtiment a aussi une finalité culturelle qui est l'architecture. Or, nous avons pu constater, pour avoir été contacté récemment pour des projets hospitaliers en Russie, qu'il y a un danger réel que le BIM nous ramène à la production des modèles que nous avons connus après-guerre et jusque dans les années 70, la modélisation d'objets 3D, y compris à l'échelle d'espaces habités, des chambres d'hôpitaux, par exemple, en relation avec une structure normative donnée, des normes de construction, peut conduire directement à ce que j'appellerais une régression. À propos des dangers du BIM, j'aimerais citer Bernard Stiegler, qui est un philosophe français qui réfléchit sur les enjeux des mutations actuelles, liées notamment aux technologies numériques. Bernard Stiegler évoque que l'oubli est à l'origine et au fondement de toute technique, en se référant pour cela au mythe de Prométhée, que je rappellerai donc brièvement. Son frère Épithémée, en grec celui qui réfléchit après coup, est chargé par les dieux de doter toutes les espèces mortelles des outils leur assurant l'autonomie de leur vie sur Terre. Malheureusement, il oublie l'homme. Pour réparer cet oubli, Prométhée, en grec le prévoyant, est contraint de voler au dieu le feu qui est l'origine des arts. Méfions-nous donc des épithémées et veillons à ce que l'oubli pour la technologie BIM ne soit pas celui de l'architecture. Après cette assez longue digression sur le BIM que voudrais me pardonner, mais qui introduira certainement au débat de cet après-midi, il s'agit aussi d'une innovation majeure, je crois, de notre temps,
J'aimerais revenir à Architecture Studio et vous dire en résumant mon propos qu'innover dans notre approche, c'est tout simplement s'ouvrir sur le monde. AS est devenu un acteur de la globalisation, un citoyen du monde. Au lieu de répéter ou d'imposer un modèle comme l'a fait le mouvement moderne au début du XXe siècle avec ce que l'on a appelé l'architecture internationale, nous essayons dans chaque situation, vous l'aurez compris, de prendre en compte le contexte et la culture locale et de réaliser des projets qui sont spécifiques d'un lieu et d'une histoire et donc nécessairement aussi le reflet des enjeux, des conflits, de l'imaginaire de la société en question. Nos projets cherchent donc à ouvrir des possibles dans l'espace de la ville, à retisser des liens symboliques et émotionnels entre les hommes, avec leur propre histoire et avec la société d'aujourd'hui. Ces projets sont l'expression d'une culture complexe, hybride, et toujours en mutation, mais partagée. Il faut dire qu'aujourd'hui, la réalité du fait urbain dépasse largement en ampleur et en complexité tout ce que l'on a connu jusqu'à présent. La Chine en est un bon exemple. Et cette situation ne fera que s'accentuer puisqu'en 2050, l'équivalent de toute la population mondiale sera urbaine ou périurbaine. Il faut être conscient que l'architecture, dans ce contexte, devient de plus en plus marginale. Ce que je viens de dire peut vous sembler paradoxal dans la mesure où le star system de l'architecture n'a jamais été aussi prégnant, mais finalement, ceci est lié à la concurrence et au marketing des grandes métropoles. Olivier Mongin, un sociologue français, également directeur de la revue Esprit, parle de vitesse, de flux en réseau, de flux financiers, d'informations, de logistique, de mobilité. Il évoque des hyperlieux et des non-lieux, entre lesquels l'architecture est seule à pouvoir créer un milieu, c'est-à-dire un espace à la dimension de l'homme. Le défi des urbanistes et des architectes dans ces sociétés de flux globalisés, dans ces mégalopoles en réseau, sera donc, de notre point de vue, de penser et de produire un espace pour l'humanité dans ce qu'elle a de plus humain, c'est-à-dire sa dimension sociale et culturelle. Dans sa dimension politique aussi, dans le sens où la police grecque, qui fonde encore la vision occidentale de la cité, est avant tout un modèle de communauté humaine, un espace d'expression politique, un espace de liberté. Et c'est évidemment ce qui a été en jeu dans les attentats récents à Paris, qui visaient symboliquement le vivre ensemble d'une communauté organisée selon des règles démocratiques, des usages pluriels. C'est le 11e arrondissement de Paris, dans lequel j'habite d'ailleurs, est un quartier jeune, animé, ouvert, avec une grande mixité sociale et enfin un espace de liberté multiconfessionnelle. J'aimerais terminer cette présentation avec une note optimiste et vous redire que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'innovation possible sans ouverture et souligner surtout que cette philosophie de l'ouverture, qui est celle d'Architecture Studio, est avant tout une attention aux autres. C'est pourquoi nous sommes aussi, nous les associés d'Architecture Studio, des militants professionnels, culturels, impliqués dans le domaine de la ville, de l'économie sociale et solidaire, de l'enseignement, de la recherche en urbanisme et en architecture. À Venise, dans la CAASI, que nous appelons aussi la Maison Commune, c'est cette dernière image de ma présentation, nous exposons au rythme des biennales d'architecture le travail des jeunes architectes du monde qui sont confrontés à ces changements de paradigme que je viens d'évoquer. Ce fut la jeune architecture chinoise en 2010, arabe en 2012, africaine en 2014. Nous aimons leur donner la parole et donner à voir leurs projets, car il nous semble que les expérimentations qu'ils mènent dans ces pays émergents, où l'architecture n'est pas encore une discipline figée, mais en devenir, ouvrent des possibles pour tous.